il fait un but contre son camp. C'est pas possible. Dire, il nous a tellement parlé de ça. Pourquoi là il va nous dire qu'il aime pas? Eh oui. Et pourtant, vous allez être surpris de ce que je vais vous mettre comme arme que je n'aime pas. Voilà. Mais avant ça, Mathieu, je suis très curieux. Parce que tu me l'as teasé, ton album secret. Celui-là, je l'aime. Halloween, comme j'ai expliqué, quand je l'ai acheté, je savais que j'allais pas aimer. Donc voilà. Celui-là, j'en attendais peut-être quelque chose. Et j'ai été extrêmement déçu, mais vraiment, même plus que ça, en colère en fait. Ouh, sympa. Allez, annonce donc. Il est là. Il est là. Je pense pas qu'il y aura de reflet parce que c'est pas une version avec un boîtier. Alors. Ici, un petit peu. Alors. Vous connaissez cet album? La cover me dit absolument rien. Un Z avec un 2. Ziltoid 2. De Devin Townsend. Devin Townsend. Bon, je pourrais pas mettre d'extrait. Là, c'est sûr que ça va sauter. Mais là, en vrai, j'aurais pu imaginer effectivement que ça allait du Devin Townsend parce que Ziltoid 2. Ouïe. Mais vraiment un des pires trucs que j'ai entendu de ma vie. Mais j'irais même jusqu'à dire la non-musicalité en fait. Et à un point tel que je n'écoute plus Devin Townsend depuis Ziltoid 2 en fait. Vraiment, pour moi c'est... je peux même plus écouter le bonhomme en fait. Ça m'a vraiment énervé au plus haut point. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Moi j'ai toujours dit que s'il voulait faire une suite à Ziltoid, il avait qu'à écrire un bouquin en fait, s'il voulait écrire une suite de l'histoire en fait. Ça se voyait qu'il avait zéro inspiration en fait. Il y a vraiment mais rien du tout dans cet album quoi. Vraiment mais rien à ressortir. Et moi j'en suis arrivé à un point tu vois où il m'a tellement énervé cet album que je crois que tu le trouves sur un autre... Ça doit être The Devin Townsend Band. Attends, parce que Devin Townsend, il a plusieurs trucs. Mais là, c'est même pas sûr. Ah, c'est du génie. C'est Project pour Ziltoid 2, je crois, non? Attends, je vais regarder dans Album Title Ziltoid. Et on devrait trouver. Bah, y a pas. Il est pas sur Metaloom. Si, c'est Dark Matters. Ah, 2015, Matters. Dark Matters. Il est même pas sur Devin Townsend, il est sur Devin Townsend Project. Ouais. Ah là, ouais, parce que voilà, Ziltoid, l'omniscient que vous connaissez très bien, hein. L'invasion pour une tasse de café, hein. On le rappelle. Voilà. Mais ça, tu vois, c'était un album qui était quand même chouette, tu vois, parce que en fait, à la base, c'était une blague. Il voulait juste montrer qu'on pouvait faire un album un album pour moins de 500 $, je crois. Ah ouais. Ouais, c'était ça à la base en fait. Il voulait voilà montrer. Je peux faire un album pour moins de 500 $. Ok. C'est toute la batterie préprogrammée. Voilà quoi. Et puis il a juste pris sa guitare, il a enregistré, il a inventé une histoire vite fait. Et puis ça a donné Ziltoid en fait. Mais moi, qui est un album qui est merveilleux en fait. Bien sûr. Moi je le trouve, il est très très bon cet album de Devin Townsend. Il est reconnu de toute façon comme un très grand album. Moi après je suis pas fan de Devin Townsend, c'est son style qui me convient pas. Trop envolé, trop machin. Mais Ziltoid, c'est loin d'être dégueu, c'est un album qui est culte. Et qui a réussi à attirer beaucoup de personnes, surtout aussi des personnes non métalleuses. Et puis, moi je trouve que là il y a ce côté un peu SF comique, côté Mars Attacks peut-être aussi. Moi je trouve que il y a un côté Mars Attacks. Je pense aussi à. Alors je sais plus quel auteur a fait 42, la réponse de l'univers. Et que pareil, il y a aussi un truc avec une sorte de tasse de café dans un de ces. Non? Peut-être que je me trompe. C'est possible. Je vois de quoi tu parles, mais je connais pas le nom de l'auteur. Aucune culture SF, c'est compliqué. Mais j'ai vu Dune 2 la semaine dernière, alors attention. mais donc voilà, moi Ziltoid Omniscient, voilà, c'est sympa. Mais moi tu vois, tu me demandes Devin Townsend, je te réponds Ayreon. Voilà, moi c'est Ayreon qui me fait le guide du voyageur intergalactique. Merci Enrico. Oui, c'est ça. Voilà, donc moi tu me parles Devin Townsend, moi je réponds Ayreon. Je préfère le style Ariane Lucassen que le style Townsend.
Parce que c'est à peu près le même ordre d'idée, hein. C'est le prog classieux, élégant, parfois un peu goofy, hein, avec, comique avec Zitoid. Ah, d'ailleurs, Devin Townsend chante sur, il me semble, c'est le très bon The Human Equation, Ouais. qui est vraiment chouette avec la personne qui est dans le coma là. Oui. Toutes ces émotions qui se battent, et il me semble que Devin Townsend doit faire la colère, je crois. Je sais pas. Et toutes ces interventions, elles sont hyper bien, elles sont hyper fortes, je trouve. De toute façon, c'est vraiment très très bon. De toute façon, Aireon, Universal Migrator, Dream Sequencer et Flight of the Migrator, excellent. C'est vraiment un double album génial. Human Equation, alors il est pas facile à écouter, il est long surtout, hein. C'est 2 fois 50 minutes. Mais pour déjà une galerie de chanteurs chanteuses, que des beaux gosses, et vraiment c'est vraiment très très puissant. Effectivement, Devin Townsend, c'est la colère. Et oui, c'est ça, ouais. Très très fort. Isolation, Childhood, Memories aussi que j'aime beaucoup, Betrayal, Loser. Enfin, c'est vraiment. Loser, elle est vachement cool, je l'ai en tête là. Ouais. Mais ouais. Le côté un peu folk. Exactement. Incroyable. Ouais. Mais donc, ouais, voilà. Et au moins, cet album là. Donc, moi j'ai la version double album parce qu'il a sorti Sky Blue aussi en même temps, avec un côté un peu plus catchy, un peu plus easy listening, comme il le disait lui-même. C'est même lui qui le disait en interview, en disant qu'il avait du mal à écrire des choses catchy. Ouais. Et moi, ce qui est fou, c'est parce que je me suis jamais... Bon, je suis pas très prog, hein, mais Devin Townsend, c'est un artiste que j'aimais énormément. Moi, je suis très très fan de Ocean Machine, son premier album qui est absolument dantesque, Infinity qui était vraiment vraiment bon, Teria que je trouvais fou aussi, qui était sorti en 2001 je crois. De quoi puis Teria, l'album Teria. Oui. Et du coup, même quand même quand il sortait des trucs, mais à la pelle, parce que les voix de Devin Townsend c'était à la pelle, ouais. Quand il enchaînait les 4 albums là, Addicted, je sais plus comment il s'appelle aussi, enfin voilà, les 4 albums là qui sont sortis très très vite à la suite, même ça, je trouvais ça, ouais, Déconstruction et Ghost, même ça j'aimais bien quoi. Il a sorti 4 albums entre 2009 et 2011. Même là, j'étais pas rassasié, je trouvais que c'était vraiment bien, qu'il faisait vraiment du bon taf. Et puis voilà, Ziltoid Dark Matters qui arrive en 2015, et vraiment, mais alors là, la dégringolade, et je peux plus écouter Devin Townsend. Mais même les albums d'avant, maintenant, j'en suis presque devenu dégoûté, même si je m'étais réécouté il y a pas très très longtemps, que j'avais trouvé plutôt chouette. Mais tu vois, pour le coup, je me suis réécouté, du coup, il a sorti un album cette année, ouais. Power Nerd. Power Nerd, ouais. Ouais. Et j'ai écouté, et c'est nul. Déjà, le nom Power Nerd... C'est pas bon. J'ai soufflé très fort. Hein. Ouais, pourtant, je l'ai vu en interview où il disait... ouais, j'ai pas vécu une période facile ces derniers temps, voilà, je sors Power Nerd et tout, machin. Allez, il y a peut-être Falling Apart qui m'a fait lever un sourcil en me disant « Ah, c'est pas trop mal, mais tout le reste, c'est vraiment très très quelconque. » Et moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'inspiration comme il pouvait l'avoir. Vraiment, il y avait des albums qui touchaient au merveilleux, quoi, à une certaine période. Ouais. Et là, il n'y a plus du tout, quoi. Il n'y a plus du tout. Alors là, je vais dire quelque chose qui va faire mal aux fans de Devin Townsend, mais tant pis. Moi, je pense qu'en fait, il y a une période dorée, comme tu dis, où il faisait 2 albums par an, mais en 2009, 2 albums, en 2011, 2 albums, et pas que ça, parce qu'il a aussi un rôle de producteur et tout, enfin, c'est un mec qui est, on peut dire, workaholic, parce qu'il bosse tout le temps, et peut-être que là, cette heure de gloire, elle est un peu passée. Peut-être parce que, bah voilà, je veux dire, tu peux pas vivre comme ça éternellement, à un moment, bah oui, tu fatigues, t'as été au sommet, c'est difficile de rester au sommet, et je pense que déjà, Ziltoid 2, Ziltoid Dark Matters, c'est un peu les premiers signes de cette c'est pas une dégringolade comme il y a pu avoir dans d'autres groupes. Je pense justement dégringolade. En fait, je pensais avoir un exemple en tête, bon, ça va venir après. C'est pas une dégringolade, c'est une perte au fur et à mesure. Et je pense que Ziltoid 2, c'est vraiment la première étape de Devin Townsend. Là, il est plus sur son trône. Il commence un petit peu, tu vois, ça. Le roi commence un petit peu à fatiguer.
déjà. Ouais, il doit y avoir de ça, il doit y avoir de ça. Moi, vraiment, ouais, c'est vraiment musicalement où je trouve que il n'y a pas d'idée en fait. Ouais. Il y a aucune mélodie qui ressort. C'est ridicule en fait. Et j'ai presque l'impression de voir du théâtre quand j'écoute Dark Matters. Tu vois, c'est très porté sur l'histoire, il y a des rebondissements, il y a des machins, ça parle. Et puis après, quand il y a la musique, bah, tu dis, ouais, c'est cool, et il y a des riffs, et puis ils sont pas bons. Et puis ça s'arrête là, en fait. Et moi, je comprends pas, en fait. Je me dis, est-ce que lui a écouté J'aurais bien aimé être là quand il a écouté le produit fini, puis qu'il s'est dit, ouais, non, c'est bon, je le sors, je suis fier de cet album, il faut que je le sorte. Peut-être qu'il l'est, hein, ça j'en sais rien, mais moi je trouve ça... Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui sont prêts à défendre cet album. Dans le chat, j'ai l'impression qu'on est plutôt tous d'accord avec Zitoid 2. Globalement, ça a déçu Zitoid 2. Voilà. Mais tu vois, il y a un truc intéressant, encore une fois, c'est pour ça que j'apprécie te recevoir, parce que ça permet d'approfondir un peu sur d'autres choses, tu vois. Ce que tu dis sur Zitoid 2, côté théâtral, peut-être comédie musicale aussi, en tout cas dans ce que tu disais, c'est parti parler, puis les riffs pas inspirés et tout. C'est un peu le sentiment, et là bien sûr ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que j'en ai chanté les louanges à l'instant, mais Ayreon, j'ai eu un peu cette sensation là que pareil, en fait, pourquoi je parle de Lucassen et de Townsend? Parce que j'ai découvert les deux à peu près en même temps, et je trouve que tous les deux, Lucassen et Townsend, ont cette vision assez complète musicale, à la fois composition, arrangement, production. Ils ont vraiment ce côté touche à tout, mais pas seulement aussi touche à tout, plusieurs instruments. Ils sont très forts en MAO, très forts aussi en ingénierie du son. Et en fait, ils bossent tellement, et ils produisent et tout. Mais des fois, en fait, leurs idées qui ont quelque chose de grandiose, eh ben, l'essai n'est pas transformé. Et ce que tu dis là, je l'ai eu par exemple pour les derniers albums d'Ayreon. Theory of Everything, déjà en 2013. Hein. Theory of Everything, je l'avais acheté. Parce que voilà, j'étais à fond. En 2013, j'étais vraiment trop fan de Lucassen. Star One, par exemple, c'est trop bien. Je crois que Star One, d'ailleurs, ils ont sorti un album récemment. Et pareil, c'est pas bon. Hein. En fait, Lucassen, il est loin de son prime. Et déjà, avec Theory of Everything, j'étais là à me dire... c'est sympa, mais c'est trop théâtral. Il n'y a pas assez le côté musical. Moi, je veux de la musique. Alors oui, il y a l'histoire et tout, mais écris un bouquin. Comme tu disais pour Zitoid 2. Écrire un bouquin. Et là, je trouve que, par exemple, le Transitus, sorti en 2020, d'Ayreon, je sais pas si tu l'as écouté, mais je l'ai rage quit. J'ai pas pu. En plus, parce que le style Lucassen, comme le style Townsend, c'est hyper reconnaissable. C'est vraiment, t'as une patte, t'as une science, t'as une manière de faire. Et c'est un peu comme Helloween aussi. Si tu te reposes trop sur tes habitudes, alors que t'as une patte incroyable, et là je pense que ça peut parler à pas mal de personnes cinéphiles notamment, quand un réalisateur a une patte reconnaissable entre mille, et qu'il est en mode automatique, tu le vois tout de suite. Et ça ruine tout, même si son projet il est incroyable, il a mis toutes ses tripes et tout, comme l'exécution est en mode automatique, ça ruine tout. Moi j'ai vraiment ce sentiment là. Ah bah oui, moi j'ai aussi, pour parler d'un truc peut-être un poil moins prog, mais ça reste un peu power prog sur les bords certaines fois, le groupe français Manigance avec l'album Volte-Face, le dernier album chanté par Didier Delso en plus. C'était, alors que pourtant moi je défendais beaucoup celui qui était sorti en 2013, je sais, Récidive, je sais plus comment il s'appelle. 2014 Volte-Face et 2011 Récidive. Voilà, 2011 Récidive, qui pourtant est très très long, Récidive, il y a bien 15 morceaux je crois dessus. Ouais. Il est... Ouais, ça, 15 morceaux, 1h08 et tout, ouf, laisse tomber. Et pourtant, cet album-là, moi je trouve qu'il y a des belles choses. Il y a des belles choses avec Didier Delso au chant. Et du coup... Mais du coup, ouais, Volte-Face qui est sorti 3 ans après. Ouais. Et là, typiquement, c'est typiquement ça, c'est pilotage automatique. Ah ouais. Vraiment, c'est exactement ça, quoi. Mais c'est comme les derniers ADX aussi, pour revenir sur un truc heavy français très pur. C'est, je trouve qu'aussi depuis, l'album qui est sorti en 2014 aussi, je sais plus comment, Ultimatum, il est très bon celui-là, et après, pilotage automatique.
Mais vraiment, j'ai cette sensation-là. On sort des albums pour faire des tournées, en fait. Ouais. Et c'est typiquement ça. Et j'ai pas écouté Mandigance quand ils ont changé de chanteur. Je les ai vus sur scène avec la chanteuse, mais j'ai pas écouté les albums en studio. Surtout que c'est en Peut-être anglais, que ça a changé, dernier. du coup. Le dernier c'est en anglais, Shadow's Ball. Je vais écouter, hein, je vais tester ça, je suis surpris. Peut-être, ouais. J'ai pas fait attention. Mais voilà, ça, du coup, c'est exactement ce que tu dis. Ouais. Quand la patte de composition est très très marquée, ça s'entend hyper facilement quand ils sont en pilotage automatique, quoi. C'est exactement ça. Et Elrico, justement, souligne quelque chose d'important, c'est on fait un album vite pour avoir une actualité et tourner derrière. Moi, c'est d'ailleurs des choses qui n'ont pas été comprises dans mon bilan que j'ai pu faire cette année ou l'année dernière. Où je disais par exemple que Cannibal Corpse est en voie de normalisation, enfin pas que Cannibal Corpse, mais aussi Dying Fetus et Cattle Decapitation. En fait, c'est des groupes, quand je dis voie de normalisation, c'est qu'ils sont en train de se normaliser. Ils sont dans un circuit mondial où ils font beaucoup de tournées, beaucoup de dates, parce que c'est ça qui leur rapporte leur salaire. Mais du coup, il faut une musique qui parle au plus grand nombre, même si tu fais du métal extrême. Et tu le vois, leur formule se lisse. Ils sont en mode automatique. Et mais oui, mais c'est un fait, et c'est pas une honte de le. On n'est pas en train de dire, voilà, ils font ça, mais non, c'est que ça se comprend aussi à un moment donné. Et là, ce que dit Elrico, c'est un peu ça, c'est que Devin Townsend peut-être aussi a répondu à l'appel des fans. Les fans étaient tellement à fond sur Zitoid, bah tiens, je vais vous donner autre chose. Et il y a aussi du coup cette réalité du terrain qui est que bah, si tu veux faire une nouvelle tournée, il faut que tu aies du nouveau matos, il faut que tu aies un nouvel album. Même si l'album est pas terrible, allez, on fait un nouvel album et après on fait une tournée où on va jouer que nos classiques et un peu de nouvel album. Sortilège. Je dis ça parce que Sortilège en 2023, ils ont peut-être joué 3-4 morceaux du nouvel album et c'était beaucoup de leurs classiques. Moi ça me dérange pas. Ouais, vas-y. Après pour Sortilège, moi je respecte quand même leur côté parce que je pense que Zouille avait une vision de Sortilège dans les années 80 qu'il a pas pu et il a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaitait avec Sortilège dans les années 80. Ça s'entend parce qu'on voit sur Métamorphose qui est sorti en 84, c'est du pur heavy metal, vraiment classique de heavy français. En 86, L'Arme de héros, on sent déjà qu'il y a une envie d'autre chose. Ouais. Le son est pas pareil. Dans les mélodies, c'est un peu différent aussi. Et ça se confrontait un peu entre Zouille et puis les deux guitaristes à l'époque en termes de composition et de ce qui était recherché dans le groupe. Et moi, je me souviens d'une interview de Zouille qui, la première fois qu'il a entendu Dream Theater, il a dit c'est ça que je veux faire comme musique. Ah bah ça me donne pas. Il a dit c'est exactement ça que j'ai envie de faire comme musique. Quand il a entendu, il me semble, le premier album, enfin pas le premier, mais le deuxième. Album de Dream Theater là, avec le lit à baldaquin, je sais plus comment il s'appelle. Imagine Words. Ouais, voilà, Imagine Words, j'avais plus le nom en tête. Ah oui, bah en même temps cet album-là, pareil. Hein. Voilà, bah moi je le trouve excellent, moi c'est mon Dream Theater préféré, il est absolument formidable cet album. Du coup il avait cette envie-là, et je pense qu'il a voulu faire avec la nouvelle monture de Sortilège, avec les musiciens avec lesquels il s'est entouré, c'est de mener jusqu'au bout la vision qu'il a de Sortilège et de ce qu'il a envie de faire. Donc, moi, ça me plaît pas. On y est pas. Il y a quelques morceaux. Voilà. Il y a quelques morceaux qui m'ont plu sur le dernier album. Les morceaux qui rendent un peu plus hommage à l'ancien temps. Hein, je pense à des morceaux comme Poséidon. Ouais. Mais du coup, je respecte quand même le mouvement qui est en train d'être fait par Sortilège, même si j'aime pas. Voilà. Je pense qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et je pense qu'ils en ont marre de... Enfin, en tout cas, je pense qu'il en a un peu marre de jouer les vieux morceaux, je pense, de Sortilège. Je pense qu'il a plus envie de mettre en avant Apocalypso que les anciens morceaux. Surtout que les anciens morceaux... Mais encore immense respect à Zouille parce que vu son âge et pour l'avoir vu sur scène en 2023, il m'a impressionné. 1h20 de show, il était à fond, le mec il a plus de 60 ans quoi. Incroyable. Et mais en même temps aussi il a plus la capacité vocale de chanter ces morceaux-là. Mais mine de rien, il y a le public. Et le public, voilà, pour l'avoir vu en plus, l'air dans laquelle je suis, là c'était un concert près de Marseille. Oh, le public parfois il est pas terrible, mais là pour Sortilège il y a une communication, il y a vraiment un échange, et je pense que ça quand même ça fait grandement plaisir à Zouille.
ce rapport-là avec ce public qui est dévoué et respectueux, globalement. Bah, ce qui est terrible, je pense, c'est qu'il y a une partie du public de Sortilège qu'à mon âge, qu'à ton âge, voilà, la trentaine, qui ont découvert Sortilège quand il n'y avait aucun espoir de reformation à l'époque. Donc on avait ce truc un peu de trésor français, un peu caché, qui a sorti 2 albums dans les années 80, puis qu'après qui a splitté, qu'on n'avait plus eu trop de nouvelles. C'est ça. Hormis Zouille qui est venu refaire des trucs avec Renaud Hanson à une certaine époque. Ouais. Et on a été très marqués par les premiers Sortilèges. Sûr. Et je pense et j'espère qu'ils vont avoir une nouvelle base de fans qui va aimer ce qu'ils vont faire maintenant, parce que je pense que Zouille le mérite. Oui. Et juste pour la petite anecdote, par rapport à ses qualités de chant à Zouille, il faut savoir quand même que il a été gâté naturellement par la nature, je sais pas trop comment dire. Il a des cordes vocales très très souples. Ah ouais? Et il me semble que j'ai lu une interview de lui où il a une de ses femmes qui disait que naturellement il est né avec des cordes vocales très souples. Et c'est pour ça que dans les années 80 il pouvait se permettre de monter très très haut et très très facilement et sans aucun travail presque. Ok. Donc là il a dû recommencer à travailler sa voix parce qu'il a eu l'âge, mais naturellement il a des cordes vocales très très souples, ce qui lui permettait de faire un peu ce qu'il voulait avec sa voix en fait. Bah oui, ça c'est... Bah oui. Et justement en parlant de voix, bah oui, la voix de Devin Townsend aussi, pour revenir quand même au sujet de Ziltoid. Est-ce que Ziltoid Dark Matters a une partie vocale qui est vraiment divine? Tu vois, un moment où tu te dis, waouh, putain, là, Devin, franchement, pouah. Bah non, il y a rien. Il me semble que je me dis toujours ça, je sais plus, il me semble que ça va être sur le 4e morceau, ça doit être peut-être War Princess, où je relève un sourcil à chaque fois en me disant, ah, là il y a une mélodie cachouette, et c'est la dernière fois que je relève la tête. Et au début, t'as les 2 premiers, t'as 2 intros qui sont collées l'une à l'autre, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Enfin, voilà, quoi. Mais vraiment, vraiment très, 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 très mauvais, quoi. Et c'est ça qui me rend fou avec cet album, parce que il me semble que c'est Devin... Ouais, je l'ai dit, je sais plus ce que je l'ai dit là au début quand on a parlé de l'album, mais Devin qui dit que lui... c'est extrêmement difficile pour lui d'écrire des trucs catchy. C'est facile, ouais. Des trucs Sky Blue, genre Epic Cloud aussi. Il dit je mets je ne sais combien de morceaux à la poubelle en disant non, ça marchera pas, non, ça marchera pas. Et quand il faut écrire des trucs à la déconstruction ou à la Ziltoid Dark Matters, il dit ça va hyper naturellement. Oui, bah sur Ziltoid 2, ça va hyper naturellement et c'est pas très bon non plus, quoi. Mais ça on rappellera jamais assez, écrire un tube, c'est très difficile. Eh bah oui, c'est sûr. C'est ça. Parce qu'il faut pouvoir parler au plus grand nombre, tout en apportant quelque chose qui va émerveiller. Et c'est pas facile du tout. Et beaucoup de musiciens très techniques vont dire que ouais, mais finalement, jouer ce que je veux, c'est beaucoup plus simple. Bah oui. Et justement, c'est pour ça que j'aime autant l'œuvre de Schuldiner, c'est que lui, il arrive à faire catchy et à faire technique. C'est ça qui était fou. Avant de passer à la suite, moi j'aurais quand même une question. Parce que tu parles de Manigance. Moi de Manigance je connais que Machine Nation 2018. C'est un album que j'aime beaucoup, notamment pour les paroles qui sont très kitsch, hein. Nous sommes les fruits d'une machination. T'es pas prêt pour le reste de la discographie alors, hein. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment le hymne français. En fait aussi j'ai un très grand affect pour le Machine Nation de Manigance, parce qu'avec un ami on jouait au randomizer de Dark Souls 1 et on s'écoutait cet album, ça nous faisait trop rire. Vraiment un grand moment. Tu penses quoi toi de ce Machine Nation de Manigance? Je l'ai pas écouté. T'as pas écouté? Non, moi, ça fait longtemps. Comme je t'ai dit, hein, moi j'ai eu Volteface qui m'a complètement fait abandonner à Manigance, et pourtant c'est un groupe que je porte en très haute estime parce que c'est le premier groupe de heavy français que j'ai écouté et que j'ai entendu chanter en français, qui m'a fait rentrer. J'ai découvert Sortilège par l'intermédiaire de Manigance, parce qu'ils ont repris Messager de Sortilège sur l'album Anjou Démon qui est sorti en 2002. D'accord. C'est à cause de ça que j'ai découvert Sortilège, moi. C'est à cause de Manigance. Et Manigance, de toute façon... Moi, j'aime beaucoup le premier EP, Signe de vie, qui est sorti en 97. Ouais. Et puis après, de Anjou Démon jusqu'à aller L'ombre et la lumière, c'est vraiment très très bon, quoi. Mais les paroles, c'est quelque chose, quoi. L'ombre et la lumière, l'entité de mon univers, c'est
C'est vraiment... c'est quelque chose, quoi. Ouais, tu devrais tester Machine Nation, il est... Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le doudou, c'est le bonbon, c'est pas fou, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ok, bon, et tu sais quoi, j'irai l'écouter. C'est déjà en plus le line-up avec la... Ah non, c'est encore Didi Delso au Il y a chant. encore Didi Delso au chant. Et Ok, il y a une d'accord. performance avec le texte, c'est parfaitement kitsch. Moi, j'aime beaucoup. Mais il me semble qu'à l'époque, lui, il reprenait du balavoine dans des balles dans des balles, hein, à l'époque. Respect. Didier Delso, donc... Respect. Parce que reprendre du Respect. balavoine... Ah bah oui, non mais c'est un incroyable chanteur, Ah hein, oui. Didier Delso, hein. Franchement, il est vraiment très 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 bon. Hein. Ah là, mais c'est vrai qu'un morceau comme La donne doit changer, oh putain. Et si demain n'existait plus, dans un dernier malentendu, le choix d'un homme pourrait suffire, il faudra fuir. J'adore. C'est nul. Mais attends, par contre, je suis... Mais en fait, The Shadows... Ah mais non, pardon, là, je me trompe. Mais le bal des ombres, en fait, ils ont sorti The Shadows Ball en 2023, mais c'est juste la version en anglais de le bal des ombres. Oh non. Ah si, c'est la même pochette. Oh non, je me suis fait avoir. Oh purée. Ils lui ont fait une sortilège. Ils ont fait une version en anglais de leur... Oh non. Ah bah surtout, ils ont fait comme... Ah oui, c'est ADX qui a sorti... Bah non, c'était pas une version en anglais, parce que ils l'ont sorti originalement en anglais. Ouais, parce que sortilège, eux, ils ont refait leur morceau en anglais et c'est... Oh. Dire, si vous n'avez jamais entendu... si vous n'avez jamais entendu sortilège en anglais, allez-y. Vraiment. Je crois que j'ai jamais osé passer le pas. Je crois que j'ai jamais écouté Sortilège en anglais de toute ma vie. Je pense qu'on s'en mettra un extrait en fin de stream, une fois qu'on aura fini le crossover, en off, parce que ça va être sans doute coupé sur YouTube, sinon même sur Twitch ça va être coupé. Mais on s'en mettra. C'est comme Trust aussi qui avait sorti des versions en anglais de ses albums. Alors il suffisait de laisser faire Anthrax. Après, moi je suis grand fan de Trust, donc je vais pas polémiquer là-dessus. Ah mais You're an Antisocial, Anthrax, c'est... Moi j'avoue que Trust j'ai un peu de mal. Et oui, Rouguignou, les conquérants de la lumière, voilà. Est-ce que Enrico peut, justement pour, encore une fois, j'ai dit avant de clore, mais là Enrico pose une question intéressante. Mathieu, du coup, question hors sujet, si tu n'aimes pas ces albums, pourquoi tu les conserves? Oh. Ben, j'ai déjà pensé. Après, j'ai déjà pensé revendre une partie de ma collection que je n'aimais pas, et puis après, bof. C'est du temps que je n'ai pas, j'ai pas envie de m'embêter à me pencher là-dessus. Surtout que ça vaut rien, les versions que j'ai, en tout cas que je possède pour le Halloween et puis le Z-Town. La question se poserait pour My God Given Right d'Halloween, où j'ai la version en artbook, avec le truc en 3D sur la cover, mais et encore, je suis pas sûr que ça se vende très très cher. Mais là, ça... ouais. C'est vraiment une question de collectionnité aiguë, ouais, je pense. J'aime bien être entouré de plein de bordel, voilà, d'avoir des vinyles partout autour de moi, des piles de CD posées un peu partout, ça fait un peu, vous savez, l'ambiance un peu... l'ermite. Dans le premier Harry Potter, quoi, tu rentres dans le magasin avec les baguettes, là. Ouais. T'en as partout, moi j'aime bien ce côté-là, donc... Ma chambre où j'écoute de la musique, ça ressemble un peu à ça, même si c'est quand même plutôt bien rangé et bien trié. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai des albums comme ça que j'ai pu acheter au pif. Par exemple cet été j'ai acheté un album de thrash prog russe. C'est de la merde cet album, il est pas bon du tout. Mais j'ai une sympathie pour cet album. Je veux dire, avec un pote, on se le sort. Des fois on se dit, c'est vrai que c'est mauvais quoi. Mais voilà, des fois aussi il y a des albums que t'achètes comme ça au pif. Ouais mais... les mauvais albums font partie de ta collecte, hein. Voilà. Après, ça se compte. Je pense que les albums que j'aime vraiment pas, que j'ai dans ma collection, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Hein. Franchement, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Des albums que j'écoute pas du tout, j'en ai plein. Des trucs où je vais pas me les remettre. De toute façon, ça se voit, les albums que je ressors souvent et tout. Ils sont usés. Mais oui, bien sûr, voilà. Mais des albums que j'aime vraiment pas, ouais, j'en ai vraiment... Là, voilà, j'en ai sorti 2. Il y en aurait peut-être un ou deux autres aussi que je pourrais retrouver... le Volte-Face, par exemple, de Manigance, que je trouve vraiment pilote automatique. Voilà.
ou des trucs parce que je veux toute la collection. Et puis bon, bah voilà, j'ai le Caméléon, j'ai le Pink's Bubble Go Hype de Halloween. Mais là, c'est plus bah, du coup pour le côté d'avoir toute la discographie du groupe, par exemple. Ou toute une période donnée d'un groupe. Ça, c'est des envies particulières, quoi. C'est un peu collectionnité aiguë, ça, pour le coup. Mais c'est bien, c'est honnête, c'est parfait. Parce que, et là, ça fait une transition incroyable, parce que tu vois, collectionnite, moi, il y a un groupe que j'aime bien, je veux avoir les albums, évidemment. Et je disais, pendant que tu remettais une bûche, que bah, l'album secret que j'ai gardé, quand je vais l'annoncer, il y en a qui vont dire, non, c'est pas possible. Mom, il nous ment. C'est pas possible. Pas après, c'est pas là... Autant Nocturnus, tu vois, il dit qu'il n'aime pas, mais c'est pas possible parce que Mom on le connaît et tout, mais pourtant. Et ben cet album là, que j'aime pas, c'est du Cynic. Et c'est le Kindly Bent to Free Us. Alors c'est lequel celui-là? Je crois qu'il est sorti en 2013 par là. Il me semble que c'est ça, ouais. Je vérifie quand même pour être sûr. Kindly Bent to Free Us 2014. 2014. Donc, et là, en fait, finalement, ça surprend pas parce qu'Enrico dit normal. Est-ce que déjà, avant d'aller un petit peu plus loin, le Kindly Bent to Free Us, toi t'as déjà écouté? Parce que tu disais que t'aimais bien le premier album de Cynic. Non, j'ai pas du tout écouté Cynic de cette période. D'accord. Par contre, j'ai dû écouter Trace in Air. Ouais. Parce que ça me dit quelque chose. J'ai dû me l'écouter au moins une fois ou deux, celui-ci. Mais oui, moi je connais bien Focus, quoi. Ouais, oui, bah, on t'en Focus voilà, essentiel. Je connais très bien Focus. Ouais, exactement. Alors, mais non, Kindly Bent to Free Us, je l'ai pas écouté. Et tu connais un petit peu l'histoire du groupe? Comment ça a évolué? Pourquoi ils ont split en 94, je crois? Ouais, 94. Tu sais un peu tout ça? Non, je sais pas du tout. Ah, bah alors je vais pouvoir te faire un peu l'histoire. Il y en a qui la connaissent déjà. Hein. Mais grosso modo, en fait, Paul Masvidal. Qui a commencé du coup Cynic en 87, bah lui en fait il était clairement dans la mouvance, c'était un jeune métalleux en fait, donc il est en Floride, il veut faire de la musique, et donc bah il fait la musique qui se fait en Floride, donc il va faire du thrash technique, et d'ailleurs quand tu prends les premières démos de Cynic, ça ressemble complètement à du athéiste, mais c'est normal, parce que en 88, en fait Kelly Schaefer entrait en studio avec son groupe pour athéiste. Et ils discutaient comme ça, et en fait ils rencontraient un peu le Morrison, c'était un peu un lieu de rencontre aussi des fois. Et donc en fait, Kelly Schaefer et Paul Masvidal, donc leader d'athéiste et leader de Cynic, ils sont vraiment très copains. En fait, ils se retrouvaient souvent en concert, ils sortaient régulièrement aux alentours dans l'état de Floride. Donc vraiment, c'était un petit microcosme comme ça. Et en fait, c'est vrai que Kelly Schaefer, et ça je le tiens du podcast Piece of Time entre Kelly Schaefer et Paul Masvidal. Mais vraiment, Kelly Schaefer a amené Paul Masvidal à se lancer vraiment dans la musique. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, Paul Masvidal, de base, bah, le métal, c'est pas trop son truc. Alors oui, il était dans le métal parce que c'est ce qui se faisait à l'époque. Mais en réalité, lui, son background musical, c'est la musique folk. Donc lui, il est bien plus proche de Bob Dylan que de Deep Purple, si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la musique folk. Mais il apprécie dans le métal cette proposition artistique qui va super loin. Surtout en Floride, on a vu, il y a eu des albums énormes qui ont été produits là-bas. Donc vraiment, ouais, il aime bien aussi cette émulsion qu'il y a. Et donc, à force alors, il a énormément de mal à entrer en studio pour se fixer et faire son album parce que il a une vision très précise de sa musique. De toute façon, tu prends Pestilence, Death, Athéiste, Cynic, les quatre, c'est des leaders qui ont une vision précise de la musique. Pestilence, du coup, Patrick Mameli, qu'on a déjà évoqué sur la chaîne et qui est un peu con. Schuldiner pour Death, Kelly Schaefer pour Athéiste et Masvidal pour Cynic. Et donc, ce qu'il y a, c'est que vraiment, Masvidal, le moment qui va être déterminant, c'est sa rencontre avec Schuldiner et le fait qu'il va se faire engager pour jouer en tant que guitariste pour le Human de Death. Et là, il va vraiment voir une expérience de studio. Schuldiner, lui, il connaît. Human, c'est son 4ème album. Donc, il sait faire. Et en fait, il se sent tellement bien avec Schuldiner dans la manière de composer, d'enregistrer et tout. Il se dit, bah ok, moi, je rentre en studio. C'est bon, on le fait, quoi. Donc, 92, il rentre en studio. Il fait Focus. Et là, bah, maintenant que t'as Focus, voilà, les gens l'attendaient. Il sort, faut faire des tournées. Et là, il découvre la scène métal. En fait, il faisait déjà des scènes auparavant. Mais là, comme il a un album
Donc vraiment, il va défendre son projet, il va se présenter. Hein, présentez-vous. Et ben il va découvrir notamment les gens qui viennent pour Cannibal Corpse qui est tête d'affiche, et t'as Cynic en première partie. Autant te dire que voilà, les soufflets en mode Cynic du métal de PD, alors que Paul Masvidal et Sean Reinert sont homosexuels. Voilà. Ouais. L'homophobie, ça fait plaisir? Non. Ouais, forcément, ouais. Voilà, tu te prends ça, t'as des gens, ils pichent pas. En fait, t'as les retours critiques de Focus à l'époque, les gens ils comprennent pas. Mais c'est normal. Focus, c'était pas du death metal. Ça a rien à voir. Et c'est ça qui fait la grandeur de cet album-là. Et donc, quand Focus sort, en fait, Masvidal, il est rincé de son épopée, on va dire. Et en 94, il arrête. Il va justement mettre de côté Cynic. Voilà, j'ai essayé, ça me plaît pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique du monde, c'est le folk. C'est aussi l'aspect jazz parce qu'il a rencontré du coup Sean Reinert et Sean Malone qui sont vraiment les instigateurs du metal jazz et tout, enfin vraiment incroyable. Et donc là, Cynic en fait, Paul Masvidal va créer Portal. Portal qui est un projet éphémère de 94 à 96. Et vraiment le but c'est de créer cette musique spirituelle, progressive, ce rock éthéré qui vraiment lui parle le plus. Il n'y a eu qu'une démo et après c'est fini. Et depuis 95, ben voilà, il y a Paul Masvidal qui pense à Aeon Spock, qui est aussi un projet un peu musique du monde et compagnie. Mais en réalité, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il crée des morceaux pour des shows télé. En fait, pour plein d'autres choses. En fait, il est artiste de commande, il crée des compositions. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Masvidal, par exemple, il est pote avec Jim Carrey. Mieux, Jim Carrey a fait un livre pour enfants dont la BO est composée par Paul Masvidal. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. C'est rigolo parce que ouais. c'est dans quel film? C'est Cannibal Corpse ou Napalm Death? C'est Cannibal Corpse dans Ace Ventura. Dans Ace Ventura, ouais. Et Napalm Death, c'est dans le sketch où il fait I recently got into this thrash metal music. Voilà. C'est ça. Et donc ouais, Jim Carrey a fait un livre en 2013 qui s'appelle How Roland Rolls. Donc c'est un livre pour enfants. Et la bande originale, elle est faite en partie par Paul Masvidal. Je crois que c'est même par lui, il a fait 5 morceaux. Donc autant dire que voilà, il a été pas mal occupé dans les années 2000. Même si voilà, Jim Carrey c'est venu après, mais en fait c'est dans les cartons. Voilà. Il en parlait déjà auparavant. Trestiner, en fait c'est parce que en 2006-2007, il y a le métal technique progressif des années 90 est remis en avant. Parce qu'on a la nouvelle vague, notamment nécrophagiste. En fait, nécrophagiste remet en avant les inspirations cyniques, Death et compagnie. Donc il y a toute une nouvelle génération qui est là. Putain, c'est trop bien, on veut le retour de ces groupes-là. Et c'est à ce moment-là que Pestilence revient, que Cynic revient, qu'Athéiste revient, que Death. Ah non, Death non, non. Mais qui aurait. En fait, je pense que Death ne serait jamais revenu, il y aurait eu Control Denied et Schrödinger serait parti sur autre chose. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, il y a un peu cette émulsion athéiste cynique. Voilà, on va faire du nouveau. Parce qu'en fait, quand on fait des tournées, quand on fait par exemple des Wacken, on fait rempli quoi. Les gens sont là pour nous. Allez, Trestiner, on leur apporte du prog metal. Ah merde. Et ben après, Trestiner, c'est un peu mitigé. Et donc là, Masvidal il se dit, bah, vous savez quoi? Vous êtes mitigé alors que je vous apporte Trestiner, qui est simplement un des meilleurs albums de prog. Vraiment 35 minutes, que du bon. Bah il fait écoutez, maintenant je fais ce que je veux. Donc il sort Retrest, un EP en 2010. C'est un peu une continuité de Trestiner avec un côté, tu vois, prog éthéré folk, mais folk dans le sens musique folk, hein. Comme je disais qui? Bob Dylan, ce genre de choses. En fait, c'est Evolutionary, Space, King, Integral. En gros, c'est des morceaux de Trestiner qui sont joués plus acoustiques. Ok. Après, il y a un EP qui est Carbon Based Anatomy, où pareil, on va avoir vraiment une recherche de son, quelque chose de très particulier qui est issu en fait de ce qu'il a fait dans Portal et Aeon Spock. Et en fait, Cadly Bent to Free Us, qui est l'album que j'aime pas de Cynic. En fait, c'est 41 minutes et c'est en fait, tu te dis mais tu vois, Focus, c'est un son incroyable.
La production, elle est forte, quoi, tu vois. Et ben là, au contraire, c'est le dépouillement. C'est très dépouillé. Il y a très peu d'arrangements. C'est très porté sur les guitares acoustiques. Finalement, c'est très loin de cynique. Et je pense que la principale critique qu'on peut faire à Kindly Bent to Free Us, c'est que c'est pas un album de cynique. Ça aurait pu sortir sur Aeon Spock, sur Portal, mais pas sur Cynic. Voilà, tout ça pour dire ça. Oui, mais la question c'est est-ce que tu l'aurais plus apprécié si c'était sorti sous un autre nom? Je pense que oui. Ouais, oui, je pense. Hein. Et c'est après, je pense que tu vois, par exemple, si ça avait été attends. Non, je vais reprendre ce que je disais. Parce qu'il y a des projets annexes à Cynic. Il y a par exemple Sean Reinert et Sean Malone qui ont joué dans Agora. Sean Malone, je crois, Agora, je suis pas sûr, faut que je vérifie. Agora. Mais je sais qu'il y a Sean Reinert, ça c'est sûr et certain. Donc Agora, qui est sorti un album qui est sorti en 2000. Il y a complètement Sean Reinert et Sean Malone. Voilà. Je préfère pas dire de bêtises. Donc voilà, Agora, ça sorti en 2000. C'est vraiment du metal fusion. C'est vraiment, t'as des pistes de jazz incroyables. C'est très particulier, très posé. Bah tu vois, limite, si ce Kindly Bent to Free Us était sorti chez Agora, ça m'aurait pas surpris. Là, en fait, c'est vrai c'est que quand t'as le nom Cynic qui apparaît, t'as une promesse, t'as une annonce. Et c'est vrai que même aujourd'hui, où je vois un peu la diversité de projets qu'a eu Masvidal, bah, Kindly Bent to Free Us, est-ce que c'est pas son folk en mode automatique? Est-ce que c'est pas ouais, regardez, je veux prouver quelque chose, alors qu'en vrai, t'as rien à prouver. Je veux dire, en 2021, tu sors Ascension Codes, qui est jusqu'au boutiste sur tous les points, avec une production incroyable. Je sais pas si tu l'as écouté, Ascension Codes. Non. Non? Ah. Non. Après, pas sûr que ça te plaise, hein. Ben après, ouais, c'est un autre univers. Hein. Ah oui. C'est aussi simple que ça pour moi. C'est vraiment complètement autre chose. Mais Kindly Bent to Free Us, ça pourrait t'intéresser parce qu'il y a vraiment quand même... C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire parce que là, comme tu me le vends, donc c'est pas quelque chose que j'ai écouté, mais comme tu me le vends un peu dépouillé avec beaucoup de guitares... Acoustique. Beaucoup de guitares acoustiques, ouais. Et que moi je suis moins porté que toi sur l'histoire de Cynic, je pense que ça pourrait me plaire. Je lui laisserai une chance à ce Kindly Bent to Free Us et puis je te redirai ce que j'en ai pensé. Mais effectivement, comme t'en parles là, ça me botterait presque. Bah, vraiment, c'est dans la discographie de Cynic, c'est vrai, sauf l'EP Retraced, mais parce que ça c'est un cas particulier. Mais vraiment, dans les sorties albums, Kindly Bent to Free Us, c'est vraiment le plus dépouillé. Et c'est marrant parce qu'après, t'as Ascension Codes, qui est au contraire le plus riche, avec une multiplicité de pistes. c'est limite un album d'électro, hein, le Ascension Codes. Mais vraiment, Kindly Bent to Free Us, ça c'est pas comme, je veux dire, Halloween, où on l'aime pas parce que vraiment c'est pas possible. Kindly Bent to Free Us, c'est que la proposition qui est faite tranche beaucoup avec le reste. Et finalement, ça me rappelle ce qu'a voulu faire Schuldiner pour Control Denied. C'est que quand il a vu que Symbolic était mis en death metal alors que pour lui c'était du heavy, il s'est dit non, mais il faut que je fasse un nouveau groupe en fait. Parce que si je veux faire du heavy metal, faut pas que ce soit death. Death, c'est du death metal. Et tu vois, Kindly Bent to Free Us, il y a ce côté-là. Il y a ce côté, c'est pas tout à fait du cynique. C'est plutôt le côté dépouillé, folklorique de Paul Masvidal. Enrico dit que c'est mou. Je laisse les gens juger. Moi, je dis, c'est spirituel. C'est le côté méditatif. Voilà, musique folk, quoi. Mais après, voilà, Masvidal aussi, c'est une personnalité. Voilà, d'un côté, savoir ce qu'il fait, tu comprends mieux la cohérence. Est-ce que c'est vraiment important? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à ça. Je pense que ça dépend de chacun. Oui, forcément. Après, je pense que c'est aussi sur Ascension Scott, il doit y avoir aussi quelque chose de très fort sur cet album, oui. vu qu'il y en a quand même deux il y a quand même Sean Reinert qui est parti en 2020 et puis la même année Sean Malone aussi. Ouais. Donc je pense qu'il a dû se passer aussi quelque chose pour Paul Masvidal de très très fort à ce moment-là et que ça a dû ressortir aussi sous quelque chose de particulier pour Ascension
code, j'arrive plus à parler. Non mais totalement. De toute façon, en fait, alors déjà, c'est que Sean Reinhardt, déjà, il s'était engueulé avec lui. Parce que Paul Masvidal peut être aussi un peu gueule de con. De ce que j'ai compris, en fait, c'est que Paul Masvidal est très exigeant. Et Sean Reinhardt est très bon. Donc il exigeait de Reinhardt le meilleur. Sauf qu'il y a eu une sorte de relation toxique où Reinhardt avait une trop forte pression. Et surtout, Sean Reinhardt était alcoolique. Donc il plongeait dans l'alcool quand Paul Masvidal mettait trop de pression sur lui. Voilà, voilà. Donc à un moment, ça a explosé. Voilà, il pouvait plus, quoi. Et du coup, en fait, Sean Reinhardt est mort du jour au lendemain. Comme pour moi, on exige que le meilleur. Et donc, ouais, il est mort du jour au lendemain, Sean Reinhardt. C'était vraiment une mort foudroyante. Et en fait, c'était en 2020, donc tu vois, on est dans le truc du Covid. Et Sean Malone, en fait, lui, est quelqu'un de profondément anxieux, sensible et compagnie. Et en fait, Reinhardt et Malone étaient vraiment très très proches. Parce qu'il y avait cette complicité dans le côté rythmique, en fait, basse batterie. Ils se comprenaient, en fait. Ils avaient les mêmes références et ils se comprenaient. Et c'est vrai que quand tu écoutes Sean Reinhardt et Sean Malone jouer en jam, c'est une vidéo que tu peux trouver, ou même en album, tu vois qu'il y a une complicité, t'as une manière de créer le son, et c'est pour ça que j'adore. C'est que pour du métal, c'est unique d'avoir une complicité comme ça, batterie basse. C'est assez rare, quoi. Et du coup, en fait, Sean Malone, quand il a appris la mort de Reinhardt, il s'est laissé dépérir, en fait. Et en fin d'année, il s'est suicidé parce qu'il pouvait pas vivre dans ce monde sans Sean Reinhardt. C'est horrible. Et du coup, bah forcément, Masvidal, je te laisse imaginer en quel état il peut être. T'as ton batteur avec qui t'es parti en mauvais termes, qui meurt du jour au lendemain, et le bassiste avec qui t'as enregistré beaucoup de choses, qui lui se donne la mort. Bah forcément, Ascension Codes, c'est, on le voit dans la forme de Méduse, il y a le début et la fin, l'anneau d'infini. Et puis t'as tout ce côté, voilà, les codes de l'ascension, le fait que l'âme arrive par une entité cosmique, mais elle repart par cette entité cosmique, la verticalité qui va dans tous les sens, l'ouroboros, la méditation, la vie après la mort. Paul Masvidal est aussi complètement Starseed, voilà, faut le dire. Hein, il croit aux différentes races extraterrestres qui gouvernent le multivers. C'est pour ça que des fois, faut pas trop chercher. Oui. Mais voilà. Du coup, Candy Ben Frios, c'est pas ça. C'est quand même beaucoup plus dépouillé. Mais en tout cas, franchement, ouais, tu m'as presque donné envie de. Enfin, tu m'as donné envie, je vais aller l'écouter. Je vais aller l'écouter, ce Candy Ben to Free Us. Ah bah écoute. Ça m'a donné envie. Et je serais très curieux d'avoir ton avis sur cet album. Et les gens en commentaire, évidemment. Si vous ne connaissez pas Candy Ben to Free Us, ou si vous voulez nous dire qu'on comprend rien à la musique, mettez-le en commentaire. Ah bah bien sûr, de toute façon, il y aura des. J'ai pas vu de gens aussi méchants que moi par rapport à l'album de Halloween qui est sorti en 2021. Oui. Bah, de toute façon, ça s'est ressenti dans le chat. Il n'y a pas vraiment de personnes qui sont aussi aussi déçues que moi par cet album. Mais ouais. Et j'ai même pas eu ça. J'ai même pas eu ça pour Iron Maiden alors que je pourrais. Hein. Ah, c'est je pourrais avoir cette sensation pour Iron Maiden. Mais Iron Maiden, tu vois, même sur Senjutsu, il y a des morceaux qui me plaisent sur Senjutsu. C'est beaucoup trop long. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a des morceaux, mais vraiment très mauvais. Hein. Je recite Death of the Celt, mais vraiment un des pires morceaux d'Iron Maiden, arrangé aux côtés de The Apparition, Fear is the Key, tout ça. Ah, et Fear is the Key, tu l'aimes pas? Fear is the Key sur Fear of the Dark, c'est l'enfer. Ah ouais. Non mais Fear of the Dark a les pires morceaux d'Iron Maiden. The Apparition, The Fugitive, Fear is the Key. C'est vraiment des trucs mais ultra mauvais, mais vraiment mais très très mauvais. Et Death of the Celt sur Senjutsu en fait largement partie. Mais non, sur Senjutsu par exemple, moi il y a un morceau comme Hell on Earth relève quand même grandement la barque et qui sont en dernière position dans l'album. Franchement ça aide. Alors Weekend Warrior pour le coup, Guignot, je suis plutôt bon client pour ce morceau. Je le trouve pas trop mauvais. Et il y a aussi Judas Be My God sur Fear of the Dark facilement dans
Dans mon top 10 des morceaux d'Iron Maiden, Judas Be My God. Mais tu vois, il y a un truc aussi, encore une fois, intéressant dans ce que tu dis, c'est que Halloween, t'as déçu parce que ils sont, on va dire, revenus aux sources. Ils ont pas proposé quelque chose, tu vois, de nouveau ou quoi. Et c'est vrai que moi, je suis un peu à cet avis-là. Je préfère un groupe qui se plante en tentant du nouveau, plutôt qu'en se reposant sur ses acquis. C'est pour ça, par exemple, que moi, le Immutable de Meshuggah, pour moi, c'est un album que c'est pas possible. Je le trouve pas bon. Ils se reposent sur leurs acquis depuis Hobson. Et ça me dérange. Cynique, encore une fois, on parlait de Candyman to Free Us. On voit que j'ai quand même été moins vindicatif que pour Halloween. Bah, c'est pareil, en fait, ils tentent autre chose. Voilà, ils changent de style. Voilà. Par contre, voilà, moi, Halloween, non. T'annonces un revival, tu restes tes acquis. Non. Moi, ça, c'est plus compliqué pour moi, ça. Rouginou, c'est la mentalité de prof. Oui. C'est pour ça que c'est plus intéressant de se tourner vers de jeunes groupes. Bon, après, pour le power metal, j'en sais rien, parce que c'est une scène que je suis plus. Ouais, c'est un peu mort. Et puis, je peux pas me voir des trucs. Ce qui m'énerve avec le power metal, c'est que c'est tellement un truc qui est éculé et puis qui est très risible parfois, que les groupes vont utiliser le troisième le second, troisième, quatrième degré pour faire de la musique. Ouais. Où on se retrouve avec des trucs comme Glory Hammer ou des machins comme ça. Powerwolf, ce genre de choses. Bah, après Powerwolf, moins, parce que tu sens qu'ils sont créés une imagerie quand même sérieuse, que les choses sont bien faites et que c'est impressionnant. Moi, je suis pas très fan musicalement, mais je reconnais la qualité du truc. Mais Glory Hammer, par contre, après Glory Hammer, c'est pas les gars de la ce côté un peu si oui, c'est ça, mais voilà. Tu sais, ce côté un peu il y a des dinosaures qui jettent des lasers par les yeux. C'est comme toute cette imagerie 80s qu'on veut faire revenir, bon, c'est un peu passé maintenant, mais qu'on veut faire revenir au goût du jour, que ce soit par des films ou tout ça, et en fait on va la ridiculiser en fait. Moi, je suis pas trop fan de Kung Fury, tu vois, ou ce genre de truc, parce que moi, je trouve qu'il y avait une puissance dans les films qui étaient sortis à l'époque. Bien sûr. C'est un peu se foutre du truc pour en reparler. Enfin, il y a un peu ce côté-là avec le power metal aujourd'hui qui est un peu compliqué. Compliqué à mettre en avant en fait. Même Dragon Force l'a fait, ce côté laser dans les yeux des dinos et tout ça. Enfin voilà, un dino disco laser. Exactement, tu vois, c'est de Dragon Force que je voulais parler. Aussi, ouais. Parce que moi, du coup, pour le coup, je suis extrêmement fan des deux premiers Dragon Force. Sonic Firestorm et Valley of the Damned, que je trouve absolument fantastique. C'était unique. Et je trouve. Comment tu dis ? À l'époque, c'était unique, vraiment. C'est ça. C'était singulier. C'est ça. Pour moi, c'est en termes de heavy metal, power metal, c'est vraiment le truc où on a été jusqu'au bout du truc en fait, jusqu'au bout du délire en fait. Il y a toujours eu cette recherche là, tu vois, quand on a vu des Maiden qui étaient où on avait déjà ce côté hard rock Thin Lizzy avec beaucoup de guitares harmonisées à la tierce. Ensuite, on a eu des Crimson Glory qui sont arrivés, qui ont vraiment poussé jusqu'au bout le délire, d'en foutre partout dans tous les morceaux. T'écoutes les deux premiers Crimson Glory, il y a que ça, il y a que des guitares qui jouent harmonisées tout le temps. Et puis t'as eu ça, puis en 2000 t'as Dragon Force qui a débarqué avec ce côté-là du heavy metal et des influences de Halloween, des influences, je repense ça parce que je regardais un de tes lives la dernière fois où tu parlais de Labyrinthe, où t'écoutes Return to the Heaven Denied, il y a du Dragon Force. C'est hyper marqué de ouf. Je sais plus c'est quel morceau de Labyrinthe. Pour moi, c'est une intro de Dragon Force. Hein. Moi, tu vois, je parlais de Labyrinthe parce que par rapport à Queen's Reich, The Warning, en fait, toutes les lignes de chant que t'as dans Labyrinthe, tu retrouves dans The Warning de Queen's Reich. C'est pour ça que je dis ça. Oui. Mais, non, mais je suis d'accord. Moi, je connais pas mal Return to Heaven Denied et ouais. T'écoutes New Horizon, pour moi, t'as l'impression d'entendre le début d'un morceau de Dragon Force, c'est vrai. Fait. Hein. Et bon, c'est en moins poussé parce que du coup, Dragon Force a eu ce truc-là d'arriver dans les années 2000 et de te dire, ok, nous, on va vraiment,
mais vraiment, mais faire le pire du heavy et du power, on va pousser tous les bouchons, mais à l'extrême. Et moi, je respecte trop Dragon Force pour ces 2 premiers albums-là. Et je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment bons. Et que du coup, effectivement, après, ils ont joué, comme tu le dis, sur ce côté vraiment rétro. Mais comme on veut pas trop se prendre la tête, on met du second degré, en fait. Voilà. Et du coup, voilà, bah, c'est des dinosaures qui jettent des rayons laser. Et puis, t'as des Valkyries qui se mettent... qui chevauchent les dinosaures, machin, qui vous combattent, je sais pas quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça ridicule, tu vois. Le power metal ne mérite pas ça, en fait. En fait, c'est compliqué parce que le power metal, il y a ce côté où on va un petit peu voguer entre 2 eaux, entre soit être super sérieux, mais en même temps être super sérieux. Rhapsody of Fire, c'est difficile d'être sérieux, tu vois, parce que c'est un peu kitsch. Mais en même temps, ouais, mais tu es pas obligé de verser après dans l'humour potache. Mais après Dragon Force, c'est vrai que même Inhuman Rampage, je l'ai réécouté dernièrement. Bah alors, bien sûr, il y a le côté tubesque de Through the Fire and Flames et après toutes les phrases qu'ils ont pu faire. Mais Inhuman Rampage est un bon album. Il fonctionne. Il y a des bons morceaux. Franchement, Revolution Death Squad, j'aime beaucoup ce morceau. Voilà, ça c'était pour la... Non mais ils ont encore des bons morceaux après les 2 premiers, moi je pense. Bah voilà, Inhuman Rampage, The Fire and the Flame, c'est un bon morceau, un tube. Ah ouais. Sur, je sais plus, il y a le morceau Cry Thunder aussi que je trouve vraiment plutôt bon aussi. Heroes of Our Time aussi, qui est un très bon morceau. Voilà, il y a toujours des choses là. Et puis là, tu vois, je le lis parce que Rouguignou, il dit From Dragon Force to Ultra Vomit. Moi, Ultra Vomit, c'est un groupe que je comprends pas, en fait. Je comprends pas, si on a le moindre respect pour la musique qu'on aime, qu'est le métal, je comprends pas qu'on puisse aimer Ultra Vomit, en fait. À la limite, voilà, j'écoutais ça quand j'avais 14-15 ans, t'écoutes une fois, c'est rigolo une fois. Mais moi, je comprends pas comment on peut aller voir et comment on peut aimer un groupe comme Ultra Vomit, en fait. Pour moi, c'est pas normal, en fait. Judas Prost. Enfin, je veux dire, si on aime le métal, on peut pas se permettre, en fait. Moi, il y a Judas Prost, elle me fait rire, c'est tout. Mais voilà. Mais sinon, pour ce qui est, vu qu'on fait un petit YouTube sur le power metal, je pense honnêtement que le power avait des cartes à jouer dans les années 2000, parce qu'il y avait tout un sillon à tracer sur ce côté. Voilà, on reprend un Iron Maiden, on va augmenter un peu les battements par minute, on va aller un petit peu plus vite. On va rajouter plein de synthés. Là, sur Antarctica par exemple, il y avait un créneau à faire. Il y avait quelque chose à faire dans ce côté speed mellow. Mais le problème, c'est que passé les années 2000, le genre est complètement mort. Tous les groupes, là tout à l'heure on s'est écouté du Iron Savior, ils se sont plantés. Tous les groupes en fait se sont écroulés. Et pourquoi ? Parce que le power a été représenté par de nouvelles figures de proue qui en fait sont allées à l'opposé de ça. Même si pour moi c'est pas du power, c'est catégorisé comme tel, Sabaton. Sabaton, c'est l'antithèse du speed mellow qu'on s'est pris pendant les années 2000. Sabaton, voilà, c'est hyper carré, ça bouge pas, ça déborde pas, y a pas de folie, on va dire, grand guignolesque, parce que le power, quand même, des fois, c'est quand même un peu limite. Mais voilà, ça marche. Voilà, les Power Wolf et les, comment ça s'appelle, comme disait Glory Hammer. Voilà, on va avoir un autre côté, voilà, moins grandiose. Power Wolf, Powerwolf, je dirais que non, parce que je trouve que, mais de toute façon, ça se voit parce que Powerwolf, ça marche. Et ça marche très très bien, Powerwolf. Et je pense que c'est justement parce que, même si moi je n'aime pas, je pense que ça speed, ils ont une scénographie où ils se veulent sérieux, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment l'imagerie qui machine. Sabaton, effectivement, il y a ce côté mid-tempo, je pense que qui rend le truc pas très bon en fait. Voilà, moi le fait que peut-être que ça serait mieux Sabaton. Moi je dis Sabaton. Hein. Si Sabaton, bon, Sabaton. Non mais je dis ça parce que Sabaton il y a un coup j'ai eu beaucoup de reproches sur mes émissions des Vies ma vie où je ne mettais pas les noms des groupes et les gens à cause de mon accent ne comprennent pas les groupes dont je parle. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites remontées comme ça. Moi on m'a corrigé pour Archspire. Il a fallu quand même que j'aille chercher une interview américaine pour bien prouver que ça se prononçait Archspire. Quelqu'un me disait que ça se disait Archspire. Mais... Non mais bah quand même. Oh. Mais du coup pour revenir sur le power, après ça a été fait, tu vois, les Sonata Arctica, ils ont balancé du truc, mais tu vois pareil, Sonata Arctica, après ils ont changé un peu de leur fusil d'épaule, même s'ils ont sorti des jolis albums, hein. Moi j'aime bien quand Sonata Arctica a ralenti le tempo avec
l'album, là, je sais plus comment, Days of Grace, ou je sais plus Ouais. comment il s'appelle cet album, mais je trouve qu'il y avait des belles choses dedans. Même si j'ai réécouté, c'était mieux quand j'avais 15-16 ans. C'est quoi. ça. Après, Mais moi, voilà. je trouve que le chanteur de Son Antarctica, moi je préfère ses projets. Actuellement, je préfère ses projets annexes. J'aime beaucoup Ecliptica, c'est un album qui est culte pour plein de raisons. Mais vraiment, les projets annexes du chanteur de Son Antarctica, dont j'ai oublié le nom, en fait, il a une voix, elle est faite pour. C'est un conteur né, ce mec. Il a une voix avec une grande tessiture. Il est capable de faire beaucoup de personnages et tout. Et c'est vraiment le mec qui peut te chanter des continents hivernaux. Et t'es dedans, quoi. Ah, il est. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais c'est vrai que le power aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existe plus. Les anciens groupes, tu vois, tu prends Hammerfall, ils ont sorti un album l'année dernière, je crois. C'est une bouse. C'est-à-dire, c'est. Même pour les années 2000, c'est extrêmement pauvre, quoi. Et en fait, je pense que tous ces groupes-là, ben voilà, en fait, par exemple, Hammerfall, tu les amènes au Wacken, ils amènent encore du monde. En fait, ils sont sur la force d'inertie. Ils ont plus vraiment grand-chose à prouver. Et je pense que tout le genre du power metal, qui est par essence est plutôt limité, et ben voilà, là, ça, c'est un peu déliquescent, c'est dommage. Bah, après, ça va fonctionner sur je pense, une certaine tranche d'auditeurs, tu vois, Ouais. effectivement, ce côté un peu nerd, un peu machin, Un peu voilà, on rôliste. est très jeu vidéo, très Ouais. rôliste et tout machin. Mais moi, je trouve il y a des groupes où on va sentir que c'est pas vraiment sincère, en fait, Ouais. dans l'imagerie, et ça se ressent, et moi, je trouve ça un peu ridicule, et puis un peu, un peu mauvais, quoi. Mm. Mais tu vois, au-delà de la sincérité, moi, c'est vraiment ce côté force d'inertie. Le groupe qui reste sur ses Mm. acquis. C'est tout ça, en fait. Quand on n'a plus rien à prouver, voilà, on reste sur ça. Ben voilà, Hammerfall, encore une fois. Ouais, mais parfois, vaut mieux que le passé reste dans le passé. Tu vois, tu disais, les Amon Sonata, ils étaient mieux quand j'avais 15-16 ans. Bah oui, Oui. oui, oui. Des fois, ouais, moi, c'est quand j'écoute Ecliptica aujourd'hui, je me dis pas, waouh, je redécouvre ça, c'est trop bien. Non, je l'écoute, je me dis, ah, ça me rappelle quand j'avais 16 ans. C'est voilà, c'est l'écoute nostalgique et faut être honnête avec ça. Tu vois, dernièrement, je me suis réécouté le Follow the Reaper de Children of Bodom. Alors, moi, je sais pas si tu apprécies Children of Bodom. Oui, j'ai beaucoup aimé Children of Bodom. Moi, Ah j'ai bah, très fan jusqu'à loin. Moi, ah ouais, j'ai même bien aimé Are You Dead Yet, moi. Hein, donc, d'accord. Et Blood Drunk. non, ça par contre, j'ai Voilà. pas écouté. Ah, Blood Mais Drunk, quelle horreur. franchement, moi, quand j'étais jeune, Hatebreed, Excellent ouais, Hatebreeder. vraiment, Waouh. C'est mon préféré. Hatebreed. Ah bah de toute façon, moi il y a des morceaux qui m'ont marqué. Black Widow, c'est un morceau Silent Night, que Bottom Night. Ouais. Bah oui, évidemment. Mais Incroyable. oui, Follow the Reaper, Edge Crew Death Roll, Are You Dead Yet. Pour moi, c'est voilà les quatre là, c'est vraiment des albums de Bonhomme que j'aime énormément, Mais, énormément. et tu vois, Follow the Reaper, ça fait genre. En 2024. Ouais, ça doit faire 15 ans que j'ai pas écouté. Parce que il m'avait fatigué, j'étais resté sur Hatebreeder. Voilà, vraiment, c'est celui-là qui me plaisait beaucoup. Et là, je l'ai réécouté. Waouh, j'ai redécouvert le truc. Et là, pour le coup, ouais, je me suis rendu. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah, en fait, Follow the Reaper, c'est sorti en 2000 ou 2001, je sais plus. Mm. Waouh. Waouh, waouh. En termes de son, en termes d'inventivité. Alors, les paroles, non. Mais vraiment, Ouais. musicalement, c'était dinguissime. Je vais pas faire sortir les paroles de. C'était dans quel groupe qu'il était, Alexis Layo, avant Children of Bodom? Il a joué dans Une palette Nazarene, je crois. Voilà, on Je sais sortira pas les paroles d'une palette Nazarene. Hein. Bon, de toute façon, c'est à base de motherfuck, fuck, voilà. Je sais plus exactement ce qui a été dit, mais Ah, si, je- projet homophobe, effectivement, j'ai souvenir de ça. On en avait Voilà. parlé sur un stream avec Maxwell, je crois. il y avait des trucs qui étaient vraiment très particuliers. Hein. Alors, c'est marrant, Bon, voilà. Alexis Layo, côté homophobe, sachant que avec son. Lui, il avait un physique très fin, avec des cheveux longs blonds. Il était très apprécié, Alexis Layo, moi, dans mon lycée en tout cas. Il était très apprécié des mecs, hein. Alors vraiment, il y avait, bon, ils étaient, vraiment, il y a beaucoup de gars gays qui trouvaient Alexis Layo extrêmement mignon. Moi, je les avais vus, Children of Bonhomme, en concert au Hellfest en 2012, je crois qu'ils y étaient. Il me semble que c'était là, où il avait passé son temps à insulter le public. Même à l'époque, je m'étais dit, ah, c'est bon, gros, lâche-nous un peu, joue Surtout ta en musique et 2012, tout. c'est ça. Et je l'ai revu après.
Je pense il a eu beaucoup de soucis d'alcool, hein, de toute façon. Oui, alcool et drogue, les deux. Et je l'ai revu 1 ou 2 ans après, et là, j'ai l'impression qu'il était sobre pendant ce concert-là, et je l'avais trouvé vraiment, vraiment bien. Il sentait en forme, et du coup, le concert avait été bien mieux que celui que j'avais vu au Hellfest, pour le coup. Il est mort d'une crise cardiaque, je crois. Hein. Ah, bah, de toute façon... Bah, en tout cas, il est mort crise cardiaque ou des organes qu'on lâchait. C'est l'alcool et la drogue. Faut pas chercher plus loin. Bah, de toute façon, je lisais des interviews où il disait clairement que certaines fois, il y a des concerts où il fallait entre chaque chanson, il sortait pour vomir, quoi. Ah oui, ça, ouais. Arrivé à un point vraiment très très compliqué pour lui. Hein. Bien sûr. Et même il le dit dans plusieurs paroles qu'il est baptisé à l'alcool et tout ça. Enfin voilà, c'est ouais, Wrathchild, hein. Le punk. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Un punk finlandais. C'est ça. Mais ouais. Mais voilà, en tout cas, ouais, Children of Bodom, j'aime beaucoup les 5 premiers albums, parce qu'il y en a eu un avant Headbridge, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Oui, l'album rouge, dont j'oublie toujours le nom. Ouais, c'est ça. Parce que le son, pour le coup, est pas terrible. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec cet album-là. Mais il y en a qui l'apprécient. Mais voilà, tout ça pour dire que, après, c'est pas vraiment du power, même si, voilà, il y en a qui disaient que c'était le power extrême, tout ça. Mais là, c'est vrai que Children of Bodom, comparé à d'autres groupes de la sphère power metal européenne, lui, par contre, il sort vraiment du lot, quoi. Il y a vraiment un truc, quoi. Et Dragon Force, vraiment, ouais. Dragon Force. Ouais, non, moi j'ai un immense respect pour Dragon Force et puis les 2 premiers, quoi. Franchement, et c'est drôle parce que il y a eu tellement cette hype autour du groupe à cause de Guitar Hero et de Through the Fire and Flames. Hein, voilà, moi à l'époque aussi, j'ai joué, moi aussi j'ai essayé de réussir le morceau et tout. Mais et il y a eu en fait, moi il y a eu un déclic, c'est qu'il y a eu un live qui est sorti de Dragon Force en 2013. Je sais plus comment il s'appelle ce live, et c'était encore avec l'ancien chanteur, et il m'avait bluffé ce live. Le son est pas très bon non plus, j'ai l'impression que t'as tout qui est enregistré en studio, mais c'est la voix du chanteur, comment les morceaux sont annoncés, l'epicness, tu vois, quand il commence à jouer Fury of the Storm, mais c'est monstrueux, quoi. Quand il annonce le morceau, il hurle, t'as la guitare qui se balance en même temps. Et écoute, Fury of the Storm, annoncé sur ce live-là, sorti en 2013, ouais. C'est magistral. C'est magistral. Franchement, ça m'a réconcilié avec Dragon Force à l'époque. C'était vraiment pareil. Et du coup, j'ai réécouté, je me suis dit, bah non, en fait, les premiers Dragon Force, ouais, Twilight Dementia 2010. Ouais. Voilà, c'est celui-là. Je te jure que l'ouverture, allez écouter l'ouverture de Fury of the Storm sur ce live, elle est gigantesque. Fury vraiment of the Storm très, 2010. très bon. Comment ? Attends, Fury of the Storm sur. On s'écoutera à la fin du. Sur l'album live Twilight Dementia. Twilight Dementia, ok. La démence musculaire. Ah, attends, ouais, sur YouTube, mais franchement, rien que je te jure juste la première minute, quoi, c'est waouh. On se le mettra après, bah ça c'est sûr et certain que ça coupe. Oh bah, Spine Farm Records. Ah oui, non, ça. Ouais. Non, c'était Wild Child. Je dis Wrathchild, ça c'est Iron Maiden. Wild Child pour Alexis Layo. L'enfant sauvage. C'est Wasp, ça aussi. Ah oui. Bon, voilà, moi je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien digressé, c'est chouette. On a beaucoup divagué, mais bon, c'était sûr parce que quand on n'a pas trop envie de parler longtemps. Enfin, moi en tout cas, c'est pas mon plus grand plaisir de parler de trucs que j'aime pas. J'ai un peu du mal avec cet exercice-là. Ouais, souvent, s'il y a un album que j'aime pas, je vais même pas du tout en parler, quoi, quand ça va sortir et tout. Je préfère garder ma salive pour les projets que j'aime bien. Ouais, mais c'est sympa parce que après l'occasion, c'est justement en parlant de choses qu'on n'aime pas, aller autour de ce qu'on aime, qui était proche de ça. Parce que mine de rien, on a parlé de pas mal de choses et tout. Ah ben l'avis sur le dernier Judas Priest, Rouguignou, t'es un peu en retard parce que Invisible Shield, c'est bien ça le nom d'album ? Il me semble que c'est ça, ouais. Moi je l'ai pas écouté, bon. Tu l'as pas écouté ? Moi j'en ai parlé plus d'une fois. Je suis du même avis que Max Waimi. La première moitié très bien, deuxième moitié c'est long. Voilà, tu faisais juste la première moitié, c'était parfait. Voilà. Mais c'est très bon. Voilà, les 67 ans, voilà, Invisible Shield, le morceau il est intestable. Ça joue super bien, le son est super. Voilà. Moi je le dis, hein, moi les
les gros groupes comme ça qui sortent des albums, ça m'intéresse plus trop. Voilà, je vais écouter les Maiden parce que c'est vraiment un groupe de cœur. Mais Judas Priest, je vais pas m'embêter à aller écouter le nouveau Judas Priest. Je préfère garder mon énergie pour aller supporter les plus petits groupes en fait. Bien sûr. Voilà, d'aller prendre mon temps à écouter des plus petits groupes. Et puis, bon, après, voilà. Moi, j'ai des périodes. En ce moment, j'écoute Toto et Francis Cabrel, donc le heavy metal, on en reparlera. Bien sûr. Ben ouais. Enrico qui dit prochaine séance, 4 albums pourris que vous aimez bien. Mais on l'avait fait. Défendre l'indéfendable. On l'avait fait. On avait déjà pris des albums qui sont conspués par la critique, mais que nous, ça ouais. Bien. Nous l'avons déjà fait. Ouais. Mais de vrais dobs. En vrai, on va pas commencer à se lancer sur. Est-ce que tu écoutes des dobs, toi? Parce que je crois que même moi, dans les albums. De toute façon. Moi j'écoute des trucs, les gens disent c'est pas terrible, donc en vrai les dobs. Moi j'ai des guilty pleasures très puissants. Hein. Ouais, si on veut rester un tout petit peu dans l'univers métal, j'ai un kink secret sur un groupe de japonais qui s'appelle Fear and Loathing in Las Vegas. Je sais pas si tu connais. Non. Oh, c'est. C'est vraiment, c'est de l'électro-métal, mais vraiment, mais nul, de chez nul. Et j'adore ça. Je pense que j'ai pas acheté les albums parce que c'était un peu chiant d'acheter au Japon, mais genre, j'ai été très loin dans la prestation et j'écoute toujours avec grand plaisir les albums que j'aimais bien, quoi. Ah bah le Demon Eyes, groupe de heavy français, bah ça ouais, surtout leur reprise de Seek and Destroy chantée en français dans le texte, qui est absolument magnifique. Hein. Ah c'est absolument incroyable. Ouais. C'est absolument incroyable. Moi je crois pas que j'ai de dub vraiment, tu vois, à la rigueur des morceaux comme ça un peu daubés, comme le Mise en Abîme de Messaline. Mais en vrai c'est pas daubé, c'est rigolo. Mise en Abîme, tu vois. Ah, non, je pense même pas que j'ai de dub, tu vois, d'albums qui soient. Voilà, il y en a qui vont dire que Euthanasia de Megadeth c'est pas un bon album. Mais si, c'est un bon album, c'est juste que vous avez pas de goût, c'est tout. C'est autre chose. Bon, enfin, moi en tout cas, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour. C'est toujours sympa de pouvoir aller comme ça dans plein de discussions. Vraiment, merci beaucoup Mathieu, encore une fois. Oh bah de rien, c'était toujours avec grand plaisir. Hein. Bah c'est chouette. On rappelle, hein, la chaîne Twitch Heavy Ma Vie, on partagera ça dès que ce sera ouvert. Alors, premier live normalement samedi prochain, aux mêmes horaires que je faisais la radio. On croise les doigts pour que j'arrive à mettre tout en place correctement, mais ça devrait le faire. Donc le 16 Ouais, on parlera du Rising Fest parce que j'ai pas eu le temps de faire le... Voilà. Depuis que j'ai quitté la radio, j'avais pas eu le temps de faire le report du festival. Donc samedi 16 à 10h. C'est ça, 10h midi. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais enregistrer. C'est moi, je vais pas monter. Je vais faire comme à la radio. Je vais enregistrer le truc et je vais le poster après sur YouTube. Ouais. Mais bon, ce sera pas plus mal parce que ce sera plus facile pour les gens à écouter d'aller sur YouTube que d'aller sur le site de Radio Campus. À l'époque, c'était un peu complexe. T'auras plus de reach, ouais, c'est sûr. Exactement. Ouais. Bah écoute. Mathieu, encore une fois, un très grand plaisir. Les personnes qui viennent d'arriver, ne partez pas, parce que nous, on a fini le crossover, mais la soirée continue, vu qu'on va s'écouter du Sortilège en version anglaise, et vous verrez, ça vaut les tours. On s'écoutera aussi le Fury of the Storm live. Voilà. Ah oui, alors là, je vais rester sur le live pour regarder quand tu vas l'écouter. Bah oui. Du coup, Mathieu, encore un immense merci. C'est toujours un très grand plaisir de te recevoir ici. C'est toujours chouette. Bah merci beaucoup, merci au chat. Bah sûr. Merci à toi, Mom. Bah de rien, mais je suis tellement content que tu ne m'en veuilles pas, parce que c'est vrai que c'était... tu dis, t'aimes pas parler de trucs que t'aimes pas, et pourtant tu l'as fait. Et ça... eh oui, voilà. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi en plus. Oh, incroyable. Merci encore. Bah du coup, on se dit YouTube, au revoir pour ce crossover, je pense que je le couperai en deux. Et je ferai attention à mettre la partie 1 vraiment en premier. Ah oui, vous savez, la dernière fois, oui, c'était bizarre. Oui. C'est pas grave. Allez, ok. À tout de suite dans le chat. Merci encore. Allez, à tout de Mathieu. suite. Salut tout le monde. Prends bien soin de toi. Yep. À la prochaine. Salut. Salut.